Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de la nouvelle année 2025 organisé par BMC Capital. Donc, comme à l'accoutumée, nos analyses vont tenter de traiter la question clé en ce début d'année concernant l'évolution attendue du marché et des valeurs où investir en 2025. À cet effet, nous vous proposons de synthétiser la problématique dans la thématique suivante: comment tirer parti de l'euphorie boursière de 2024 pour construire une stratégie d'investissement gagnante en 2025. Alors, au cours de cette présentation, nous commencerons d'abord par un aperçu des perspectives économiques afin de poser les bases et mieux comprendre le contexte de l'année à venir. Nous poursuivrons avec une rétrospective du marché boursier en 2024 avant d'analyser les principaux catalyseurs et freins susceptibles d'influencer 2025. Ensuite, nous vous dévoilerons notre stratégie d'investissement pour cette nouvelle année ainsi que le portefeuille cible que nous préconisons. Donc, enfin, nous conclurons bien évidemment avec la présentation des valeurs coup de cœur sélectionnées par notre bureau de recherche. Comme à l'accoutumée, la session de questions-réponses sera ouverte juste après. Pour ce, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci encore pour votre participation et votre confiance renouvelée. Je donne la main à Khadija. Merci Dounia. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter notre portefeuille pour l'année en cours, nous allons passer en revue les principaux points macroéconomiques pour les années 2024 et 2025. Alors, comme vous le savez, et à l'instar des principales banques centrales mondiales, Banque El Maghreb a opté pour une baisse de 25 points de base de son taux directeur à 2,5%, ce qui confirme justement le démarrage d'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire. Elle a aussi revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance à 2,6% en 2024 et c'est une revue à la baisse qui intègre deux principaux éléments. Donc, le premier, c'est une contraction de la valeur ajoutée agricole de près de 5%, qui est bien sûr imputable aux conditions climatiques qui étaient quand même assez défavorables, et aussi une croissance de près de 4% de l'activité non agricole, qui va profiter toujours de la reprise attendue de la consommation intérieure et de la dynamique d'investissement. Sinon, pour les années 2025 et 2026, Banque El Maghreb a réduit ses projections de croissance également à 3,9% contre 4,4% auparavant, sous l'hypothèse bien sûr d'une récolte céréalière de 50 millions de quintaux, qui représente la moyenne des 5 dernières années. Par rapport aux finances publiques, l'exécution budgétaire à fin novembre 2024 fait ressortir un solde ordinaire positif de 21,8 milliards et c'est un solde qui intègre une progression des recettes ordinaires de près de 11% et une hausse limitée des dépenses ordinaires de près de 6% dans le sillage bien sûr de la contraction des charges de compensation. Alors justement, tenant compte de ces réalisations, mais aussi des dernières données qui ont été communiquées par le PLF 2025 et de la programmation budgétaire triennale 2025-2027, la Banque centrale anticipe un léger creusement de ses prévisions de déficit budgétaire qui devrait s'établir en 2024 à moins 4,5% du PIB avant de s'atténuer à moins 4,2% en 2025. Par rapport aux échanges extérieurs, donc selon les chiffres de l'Office d'échange, le déficit commercial s'est creusé de 6,5% à fin novembre 2024 pour s'établir à moins 275,7 milliards de dirhams pour un taux de couverture de 60%. Alors, c'est une évolution qui s'explique par deux principaux éléments. Le premier, c'est une augmentation de près de 6% des importations qui a concerné les produits finis d'équipement, les demi-produits et les produits finis de consommation. En termes d'exportation, on est sur une hausse de près de 5% qui a été drivée par la hausse des ventes de l'automobile, des phosphates et dérivés et de l'aéronautique. Par rapport à l'inflation et dans un contexte bien sûr d'atténuation des pressions sur les prix, l'inflation s'est établie à 0,8% seulement à fin novembre 2024 contre 6,1% sur l'ensemble de l'année 2023. En termes de projection, Banque El Maghreb reste quand même optimiste par rapport à la trajectoire future des prix puisqu'elle a révisé à la baisse ses projections d'inflation à 1% en 2024. Sinon, pour l'année 2025, l'inflation devrait s'établir à un niveau de 2,4%. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la première phase de décompensation du gaz butane qui a été entamée en mai 2024 a eu un faible impact, il faut quand même rester vigilant par rapport aux indicateurs d'inflation en raison justement de la forte volatilité des prix des matières premières à l'international qui a été engendrée par l'instabilité géopolitique mondiale. Alors, au niveau de la slide 3, on a juste des graphes qui reprennent les principaux indicateurs que je viens de présenter, donc je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. On va enchaîner directement avec la diapo suivante qui présente nos scénarios économiques pour l'année 2024. Alors justement, suite à la publication des chiffres au T3 2024 par le HCP qui était quand même exceptionnel et qui font ressortir une accélération de la croissance des activités non agricoles de 5%, on a upgradé nos anciennes estimations de croissance pour 2024 pour tabler aujourd'hui sur 3% au niveau de notre scénario central.
Pour l'année 2025 et sur la base d'une récolte céréalière de 55 millions de quintaux, mais aussi d'une meilleure dynamisation de la consommation interne, on table sur une croissance économique de 3,9% pour l'année en cours. Alors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on a élaboré notre cartographie des risques et opportunités pour cette année, avec comme principale menace la vulnérabilité climatique, notamment au volet hydrique, la persistance du taux de chômage à un niveau qui est quand même assez élevé et la recrudescence de l'inflation. Sinon, en termes d'opportunités, donc on a la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, l'organisation de la CAN 2025, mais aussi la poursuite de la baisse du taux directeur, qui devraient être les principaux drivers de la croissance économique pour cette année. Alors, on enchaîne avec la rétrospective du marché action en 2024. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, la bourse de Casablanca a poursuivi sur son élan, même si effectivement l'environnement international était quand même assez mouvementé l'année dernière. Elle est parvenue à clôturer sur une deuxième année de forte hausse avec un MASI qui a progressé de près de 22% à 14 773 points. Donc, c'est le niveau le plus élevé enregistré depuis son lancement. Et c'est une performance historique qui reflète justement la capacité du marché marocain à maintenir une dynamique haussière. C'est une performance qui a été drivée par plusieurs facteurs. Donc déjà, on a la vigueur économique, hors agriculture bien sûr, qui a été induite par la dynamique liée à l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et ce qui a dopé particulièrement les valeurs cycliques. On a aussi la publication de résultats financiers très solides par les entreprises cotées, notamment pour les banques et les opérateurs BTP. Et donc, c'est des éléments qui ont renforcé la confiance des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, et aussi leur capacité à générer des revenus. On a aussi l'adoption d'une politique monétaire plus accommodante par Banque Maghreb à partir de juin et qui a été illustrée par deux baisses de 25 points de base du taux directeur et qui a justement contribué à renforcer l'attractivité du marché action, notamment auprès des institutionnels. En termes de volumétrie, on a assisté à une explosion du volume d'échange, donc qui a effectué un bond de près de 60%, ce qui a justement redonné de la profondeur au marché actions et qui a aussi révélé le retour en force des investisseurs physiques à la bourse de Casa. Donc, juste pour info, à fin septembre 2024, ils drainent près de 26% de la volumétrie qui a été engagée sur le marché central, contre 10% en 2023. Donc, aujourd'hui, ils talonnent les investisseurs institutionnels et les OPCVM et ils participent activement à l'animation du marché action en lui impulsant une nouvelle dynamique. Je vous propose de passer aux comparables régionaux et internationaux du marché boursier marocain. Donc, en termes de PE, comme vous pouvez le voir sur le graphe, on est sur un niveau de 21,8 fois en 2024, qui est supérieur à la moyenne historique de 20 fois en raison de la hausse générale des cours qui a été observée l'année dernière. Par contre, en 2025, le PE devrait s'établir à un niveau qui est beaucoup plus attractif, de 17,7 fois en raison de la forte progression attendue de la capacité bénéficiaire. Côté performance, la bourse de Casa affiche une perte de 22,2%, donc c'est un niveau qui est relativement intéressant comparativement à ses peers. Sinon, par rapport au comparable en termes de PE, le Maroc affiche sans surprise un niveau qui est plus élevé que la moyenne, en raison bien sûr d'un manque d'alternatives d'investissement au niveau du pays. Passons au portefeuille de BKGR sur l'année 2024. Donc, comme vous pouvez le voir, le portefeuille a gagné 40,3% l'année dernière. Il surperforme donc le Mazi RB qui enregistre une performance annuelle de près de 26%. Et c'est une surperformance qui profite justement de la stratégie initiale qui a été adoptée, mais aussi de l'ensemble des remaniements qui ont été effectués au fil des mois pour pouvoir profiter des opportunités du marché qui se sont présentées. En termes de valorisation, notre portefeuille traite à 29,1 fois ses bénéfices contre 21,8 fois pour le MADI et affiche un dividend yield de 2,4%. Pour les valeurs qui ont tiré à la hausse notre portefeuille, donc on a principalement TGCC avec une hausse de près de 143%, Axital avec 111% et Marsa Maroc avec 72,5%. À contrario, on a des titres qui ont pénalisé la performance et qu'on considère comme des paris qui étaient quand même assez décevants en 2024. Donc, à ce titre, on a Snap avec une contre-performance de moins 2,1%, Maroc Télécom avec moins 7,4% et HPS avec moins 7,9%. On passe à l'arbitrage action-obligation. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphe, le spread entre le dividend yield 2024 et le rendement des BDT 10 ans s'est fortement réduit. Donc, on est passé de 106 points de base à fin 2023 à seulement 51 points de base au terme de 2024. Et effectivement, c'est un spread qui a été impacté par la revue à la baisse du dividende de Maroc Télécom dans le cadre de son litige avec Wana. Si on retrait de cet élément, le spread devrait se situer à 6 points de base seulement.
Et sinon, en termes de perspective, on pense effectivement que l'arbitrage devrait basculer en faveur du marché action, en particulier si la Banque centrale opère de nouvelles réductions du taux directeur en 2025. Donc, toujours par rapport à l'arbitrage action-obligation, donc on a établi une matrice comparative entre les deux marchés. Donc, les deux marchés présentent différents avantages et opportunités, comme vous pouvez le voir. Pour le marché action, on a comme principale opportunité la reprise de la dynamique économique devant être portée par les investissements publics et les préparatifs avancés pour la Coupe du Monde 2030. On a également le resserrement du spread BDT 10 ans versus dividend yield et aussi la forte hausse attendue de la capacité bénéficiaire en 2025 qui devrait justement ramener le PE à un niveau qui est beaucoup plus intéressant. En termes de menaces, on a un arbitrage qui est toujours en faveur du marché obligataire pour le moment, même si le spread est en train de se réduire progressivement. Et on a un risque de correction du marché après la forte hausse du MASI en 2024, surtout en cas d'absence d'éléments positifs qui sont liés à l'état d'avancement des projets d'envergure qui sont en cours de lancement au sein du Royaume. Pour le marché obligataire, les principaux avantages sont principalement la prédictibilité des rendements et l'arbitrage qui est toujours en faveur de ce marché pour le moment. Et pour les inconvénients, on a un rendement qui est potentiellement plus faible que celui d'un portefeuille action efficient et des opportunités qui sont limitées pour les investisseurs qui cherchent bien sûr un rendement élevé. Alors, par rapport aux perspectives du marché boursier marocain, donc je ne vais pas m'attarder sur la partie croissance économique qui a déjà été développée en début de présentation. J'enchaîne directement avec l'évolution de la capacité bénéficiaire qui devrait s'établir à 5,1% en 2024 et à 22,7% en 2025, avec bien sûr un retour du PE à un niveau attractif de 17,7 fois cette année, ce qui laisse entrevoir bien sûr de nouvelles marges de croissance pour le marché action après 2 années qui étaient fortement haussières. Pour le marché obligataire, donc, il devrait afficher une consolidation à la baisse des taux d'intérêt. On devrait normalement assister à un basculement de l'arbitrage en faveur du marché action, notamment en cas de poursuite de la politique d'assouplissement monétaire par Banque Maghreb qui a été entamée l'année dernière. Donc ça, c'était pour la partie macro et marché. On va passer à la partie stratégie d'investissement pour l'année 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élaboration de notre stratégie pour cette année s'inscrit dans un contexte qui est marqué par des perspectives économiques favorables, mais aussi par des catalyseurs de croissance qui sont quand même assez prometteurs, comme le lancement de nombreux projets d'envergure, le démarrage du nouveau cycle immobilier ou encore le dynamisme de la demande interne. Sur le plan boursier, et même après 2 années de forte hausse, il faut dire que le marché action présente un niveau de valorisation qui est quand même très attractif, avec un PE qui est estimé à 17,7 fois en 2025, en raison justement de la hausse attendue de la capacité bénéficiaire. Et donc, c'est une configuration qui laisse entrevoir de nouvelles opportunités de croissance, en particulier dans un contexte où la poursuite d'une politique monétaire accommodante, mais aussi l'amélioration de la profondeur du marché boursier soutient l'appétit des investisseurs pour le risque. Et donc, justement, pour pouvoir profiter pleinement du potentiel de croissance qui est offert par le marché boursier, notre stratégie d'investissement pour l'année 2025 s'inscrit sous le signe du timing. Et donc, après une analyse rigoureuse de l'environnement économique global, mais aussi du potentiel de croissance des différents secteurs, on a effectué une sélection qui est basée sur les caractéristiques fondamentales et quantitatives de chaque valeur pour sélectionner les top performers des différents secteurs. Et donc, au bout de cette analyse, on a réussi à retenir 16 valeurs qui ont justement réussi les screenings quantitatifs, boursiers et qualitatifs. On a ensuite catégorisé ces valeurs pour déterminer une stratégie spécifique qui va être adaptée à chaque profil et qui va permettre de maximiser le potentiel de rendement global du portefeuille, tout en maîtrisant bien sûr son exposition au risque. Il faut aussi noter, et donc c'est un point qui est très important sur lequel j'aimerais insister, comme le contexte actuel de marché est très fluctuant, notre sélection s'est basée principalement sur les convictions des analystes pour justement pouvoir apporter davantage de nuances à notre système d'évaluation et de recommandation. Et donc, au final, cette catégorisation a permis de faire ressortir 4 lots de valeurs. Donc, on a premièrement les fair values, donc c'est des valeurs qui sont alignées sur les fondamentaux et qui se caractérisent par une volatilité modérée et un PE qui est conforme aux normes sectorielles et historiques, ce qui les rend justement moins vulnérables aux corrections du marché. Elles vont donc constituer un socle stable pour le portefeuille et offrir une base solide et résiliente pour limiter justement les fluctuations globales. Donc pour cette catégorie, on a retenu comme titre
Sonacid, Mutandis, Managem, Marsa Maroc, Cozumar et Atlanta. Ensuite, on a les valeurs momentum driven. Donc, c'est des titres qui présentent un risque accru de correction compte tenu justement de leur performance qui a été exceptionnelle en 2024, même si leur potentiel de croissance est indéniable. Et donc, justement, en raison de cette volatilité potentielle, elles sont actuellement sous-pondérées dans le portefeuille avec une stratégie de renforcement ciblé dès la survenue d'une fenêtre d'ouverture appropriée. Donc, pour cette catégorie, on a retenu TGCC, Doha, Alliance, CMGP, Agdital et Jet Contractors. On a ensuite des valeurs qui sont sous-cotées. C'est des valeurs qui occupent une position clé dans le portefeuille pour capitaliser justement pleinement de leur revalorisation attendue. Et c'est des valeurs qui bénéficient d'une sous-évaluation par rapport à leur véritable potentiel et qui présentent un potentiel de croissance boursier qui n'a pas été pleinement intégré dans leur cours actuel. Et donc, pour ces valeurs, on a retenu Lafarge Holcim Maroc, HPS et Tigeri. Et enfin, on a des valeurs spéculatives. Donc, c'est des titres qui sont absents ou faiblement représentés dans notre portefeuille en attendant justement l'apparition de signaux favorables pour un positionnement stratégique. Et pour ces valeurs, on a retenu Maroc Télécom et CMT. Alors justement, en utilisant la stratégie que je viens de vous présenter, on a procédé à la sélection de 16 valeurs qui sont dotées des caractéristiques recherchées. Donc, suite à ce processus qui est quand même assez rigoureux, on a abouti à notre portefeuille BKGR 2025 qui est affiché sur la slide. Donc, en termes de pondération, comme vous pouvez le voir, les banques et le secteur des BTP drainent le plus gros du portefeuille avec des parts respectives de 25% et de 20%, suivi de l'agro et des télécoms avec 10% chacun. Et enfin, donc on a fait l'exercice habituel de la simulation du PE Forward Cible en 2025 qui, pour rappel, permet de mesurer le potentiel de croissance ou de baisse qui pourrait se présenter pour le marché action. Alors, si on tient compte justement de la hausse attendue de la capacité bénéficiaire que j'ai présentée tout à l'heure et qui s'établit à 23% en 2025 et d'un PE médian de 20 fois, le potentiel de croissance de la bourse de Casablanca s'établirait à 14% en 2025, ce qui est quand même un niveau qui reste très, très intéressant. Merci pour cette présentation, Khadija. Donc, nous allons dorénavant présenter, nous concentrer sur les valeurs phares et on va vous dévoiler les 5 titres coup de cœur retenus par notre bureau de recherche pour cette année 2025, à savoir Marsa Maroc, Jet Contractors, HPS, Alliance et Lafarge Holcim Maroc. Donc, je vais tout de suite donner la parole justement à Tissem afin de présenter Marsa Maroc. Merci Dounia. Alors, notre premier coup de cœur pour ce webinaire, c'est justement Marsa Maroc, une valeur sur laquelle notre bureau de recherche a toujours misé et qui a dernièrement suscité un fort intérêt. Donc, sans trop tarder, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe a entamé une sorte de transformation de fonds avec une nouvelle feuille de route qui est axée sur les partenariats stratégiques, le renforcement des infrastructures logistiques au Maroc et la diversification du portefeuille cherchant à profiter de futurs relais de croissance en Afrique. Alors, tout d'abord, je rappelle que le groupe a confirmé son positionnement sur Nador Westmed dans le cadre d'une joint venture avec le groupe français CMA-CGM. Donc, les deux opérateurs devraient créer une co-entreprise qui est détenue à hauteur de 51% par Marsa et de 41% par CMA, avec un accord qui devrait porter sur une durée de 25 ans et un investissement commun de 280 millions USD. La concession devrait porter sur une capacité annuelle cible entre 1,2 million de VP et 1,5 million de VP pour la première phase du projet, avant d'atteindre une capacité pleine de 3,4 millions de VP à terme. Donc, ce partenariat devrait permettre à Marsa de renforcer sa présence sur le segment du transbordement, en portant sa capacité à 5 millions de VP pour le transbordement des conteneurs, tout en capitalisant sur son positionnement sur Tanger Alliance, qui aurait déjà atteint une capacité de 1,8 million de VP pour 2024. Alors, Marsa Maroc a également confirmé ses ambitions d'expansion à l'international, notamment en Afrique, où le groupe pourrait mettre à profit son expertise. En effet, l'opérateur a récemment annoncé avoir obtenu le feu vert du gouvernement pour la création de 3 nouvelles filiales, Marsa Maroc International Logistics, Marsa Bénin et Marsa Djibouti. Donc, ces nouvelles entités devraient être créées au cours de l'année 2025. La première filiale, Marsa Maroc International Logistics, devrait piloter les projets d'investissement internationaux. Donc, l'entité devrait explorer des partenariats avec des investisseurs régionaux et internationaux dans un objectif de diversifier les activités et d'assurer une gestion efficace des projets portuaires et logistiques, notamment dans les marchés émergents. Pour sa part, Marsa Djibouti devrait participer au capital de la société d'Amerjog
OilGT, qui est chargé de développer et d'exploiter le quai pétrolier d'Amerjog, qui est situé dans la zone franche de Djibouti. Donc, à travers cette implantation, Marsa Maroc ambitionne de renforcer sa présence dans le domaine du transportement de conteneurs de produits pétroliers en Afrique de l'Est, en particulier au niveau des marchés éthiopiens et djiboutiens. Pour ce qui est de la filiale Marsa Bénin, elle devrait assurer la gestion du projet d'exploitation des quais 1 et 5 du port de Cotonou au Bénin dans le cadre du contrat de gestion délégué qui a été signé entre Marsa Maroc et Manutention Bénin. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce partenariat stratégique devrait également faciliter à Marsa l'accès à des marchés importants tels que le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Alors, je rappelle également qu'à plus long terme, le port de Dakhla Atlantique est prévu à horizon 2029 pourrait également offrir de nouveaux relais de croissance en cas, bien sûr, d'obtention de concessions sur ce projet. Enfin, et par rapport à la structure et à la performance financière, la société fait toujours preuve de solidité avec des marges robustes et une structure bilancielle maîtrisée avec un désendettement de moins 390 millions de dirhams à fin septembre 2024. Alors, passons maintenant aux indicateurs financiers et boursiers. Au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 603 dirhams, soit une perte year-to-date de 12%, après une perte de 93% en 2024. Alors, son PER, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 33 fois en 2024 et à 35 fois en 2025, contre un PE de 24 fois en 2023 et un max historique de 47,6 fois au cours des 10 dernières années. Donc, en termes d'agrégats projetés pour l'année pleine 2024, nous maintenons nos prévisions inchangées avec un top line en bonification de 15% à 4 955 millions de dirhams, tiré par la bonne tenue de l'ensemble des segments, notamment le trafic conteneurisé, qui devrait profiter de la reprise du trafic domestique et de la dynamique soutenue de Tanger Alliance. Les vracs solides, tirés par les exportations de clinker, des aliments de bétail et du FEDSPAT et les importations de céréales, et les vracs liquides, soutenus par la bonne dynamique du trafic aérien. Au volet opérationnel, le REX devrait s'apprécier de 25% pour une marge EBIT en amélioration de 3,2 points à 39,2%, tandis que le RNPG devrait se bonifier de 39% à 1 milliard 184 millions de dirhams, profitant de la non-récurrence du don au francisme de 100 millions de dirhams. Alors pour 2025, je rappelle que nous tablons sur une hausse de 9,8% du chiffre d'affaires à 5 milliards 441 millions de dirhams pour un RNPG en appréciation de 7,2%, 1 milliard 269 millions de dirhams sous l'effet d'une poursuite de la bonne performance de l'activité de transbordement et d'une amélioration attendue des flux portuaires. Alors, concernant le port de Nador-Ouest-Med et compte tenu d'une mise en service qui est prévue à partir de mi-juin 2026, nous escomptons pour la première phase du projet des flux additionnels estimés à 1,25 milliard de dirhams en année terminale pour une capacité de près de 1,4 million de VP, ce qui devrait permettre au groupe de doubler son chiffre d'affaires. Donc, la deuxième valeur qui figure parmi nos topics, c'est Lafarge Holcim, dont les perspectives de croissance sont toujours positives compte tenu d'un contexte sectoriel favorable. Donc, l'opérateur, comme son secteur, assiste à un changement de paradigme radical à partir de 2024 et de l'annonce de la co-organisation par le Maroc de la Coupe du Monde avec la construction ou la réhabilitation de plusieurs stades et de plusieurs centres d'entraînement. Dans ce siège, Lafarge devrait capitaliser sur plusieurs drivers, notamment l'annonce de principaux projets de développement, dont la construction de 20 barrages et 3 stations de dessalement d'eau de mer prévues dans le cadre du programme national 2020-2027 pour l'eau potable et l'irrigation, avec un investissement substantiel de 115 milliards de dirhams. Le lancement du programme de reconstruction post-séisme avec un budget de 120 milliards de dirhams et la reprise du secteur immobilier tiré par la mise en place des directs aux acquéreurs. Alors, dans ce contexte, et comme vous le savez, l'opérateur dispose d'un positionnement de leadership sur le marché marocain, une forte présence sur les régions nord, centre, sud et est du pays, représentant plus de 65% de la consommation nationale. Donc, il s'agit du principal producteur au Maroc de ciment technique qui est nécessaire aux infrastructures. Ce qu'il faut également noter, c'est le déploiement en cours d'action de reconversion vers le green cement, notamment avec l'usine de Tétouan fonctionnant entièrement à l'énergie verte et le lancement en septembre 2023 d'une nouvelle unité de production de combustible alternatif qui devrait permettre de générer plus de 20 kilotonnes de combustible solide de récupération par année, ce qui devrait permettre au groupe de mener à bien sa stratégie de décarbonisation avec plus de 90% d'énergie verte et un objectif d'atteindre les 100%.
Alors, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 2041 dirhams avec une perf year-to-date de 5,5% après une perf limitée à 0,8% en 2024, ce qui dénote un potentiel non épuisé en matière de parcours boursier. Donc, son PER, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 27,7 fois en 2024 et à 25,7 fois en 2025 contre un PE de 29,1 fois en 2023. Donc, en termes de prévision, nous tablons pour 2024 sur un chiffre d'affaires en hausse de 2,1% à 8 milliards 381 millions de dirhams, porté par l'augmentation des ventes de ciment au niveau national, profitant de la dynamique des marchés des infrastructures. Au volet opérationnel, le REX devrait s'apprécier de 4,1% à 3,1 milliards de dirhams grâce à un effort de réduction des coûts de production compte tenu de la baisse des prix des intrants pour une marge EBIT en progression de 0,7 points à 37%. Donc, en termes de capacité bénéficiaire, nous tablons sur une hausse de 5,9% à 1 milliard 639 millions de dirhams. Donc, en 2025, et en attendant une meilleure relance de la promotion immobilière, l'opérateur devrait enregistrer des revenus en bonification de 15% à 9 milliards 632 millions de dirhams, des marges opérationnelles en légère amélioration de 0,3 points à 37,3% et un RNPG en appréciation de 13% à 1 milliard 856 millions de dirhams. Merci beaucoup, Sam, pour ces éclairages. Donc là, on va passer directement à Lamien qui va nous présenter deux autres valeurs phares, à savoir HPS et Jet Contractors. Donc je te donne la parole, Lamien. Merci Dounia. Bonjour à tous. Donc, j'enchaîne sur la valeur technologique HPS qui figure parmi les valeurs sous-valorisées et ont un potentiel non encore intégré dans le cours. Alors, on note une performance year-to-date 2024 de moins 7,92. Et donc, je souhaiterais mettre en avant les éléments clés qui ont drivé notre évaluation et qui nous confortent à date. Donc, commençons déjà par le positionnement du groupe qui est soutenu par son fort pricing power, la diversité de ses modèles d'affaires et ses fondateurs expérimentés, ainsi que sa dernière version 4.0 de PowerCard, sa plateforme qui regroupe les solutions de paiement électronique couvrant toute la chaîne de valeur des opérations de paiement et qui vient répondre aux exigences élevées en matière de rapidité, d'adaptabilité et de sécurité. Donc, c'est un upgrade de la solution qui est considéré aujourd'hui comme un accélérateur de croissance. Et parallèlement, l'acquisition de 100% de la société irlandaise de Progiciel et de Digital Banking et de paiement CR2 Limited, qui a été finalisée en août 2024 pour environ 30 millions de dollars, selon nos estimations, devrait permettre à HPS d'offrir une suite complète de fonctionnalités bancaires, de portefeuilles digitaux et de paiement dans plus de 50 pays à travers la technologie Bankward de CR2, ce qui devrait profiter à HPS en lui offrant une meilleure couverture commerciale sur de nouvelles zones géographiques où HPS n'est pas présent aujourd'hui, et surtout en Afrique anglophone. La raison pour laquelle le groupe considère les activités de CR2 comme étant très attractives et en ligne avec son plan stratégique de croissance Accelerate, et estime aujourd'hui qu'il existe des synergies stratégiques entre les deux entreprises. L'acteur majeur de la monétique au Maroc se donne pour ambition sur la période 2023-2027, à travers son plan stratégique, comme vous le savez, Accelerate, de générer une croissance organique comprise entre 12% et 15% et de renforcer la contribution de ses revenus réguliers. Donc, cela étant dit, il y a lieu de souligner que la performance du groupe S1 2024 a été essentiellement impactée par la nature des réalisations sur l'année qui portent principalement sur des contrats en mode SaaS qui nécessitent des investissements forts de montage des plateformes, notamment sur les nouveaux marchés au Canada et en Australie, et qui génèrent, pendant la période de déploiement des projets, des revenus de prestations de services uniquement. Et donc, c'est ce qui se traduit à court terme par une réduction des revenus. À noter que la promotion du mode SaaS serait un choix stratégique du groupe pour renforcer ses revenus récurrents et réguliers, qui représentent aujourd'hui 74% du chiffre d'affaires contre 70% en 2023. C'est ce qui traduit les premiers effets de cette évolution stratégique. Donc, on passe à présent au programme de transformation accélérée qui intègre également des ambitions grandissantes permettant de générer des marges d'EBITDA projetées comprises entre 25% et 30%, toujours sur la même période allant jusqu'à l'année 2027. Enfin, et afin de répondre aux enjeux clés du secteur, notamment en matière de démocratisation des moyens de paiement, d'inclusion financière et de sécurité des transactions, le groupe poursuit sa politique d'investissement en R&D, qui représente aujourd'hui 14% des revenus et se concentre aujourd'hui sur le renforcement de la version 4 de la plateforme de paiement PowerCard,
permettant d'adresser les besoins spécifiques des nouveaux clients à l'échelle mondiale, notamment en Amérique et en Australie. Alors, au volet warning, il y a lieu de souligner le contrôle fiscal visant HPS South Africa concernant un redressement fiscal relatif à l'IS et portant sur un contrat avec un client dans la région couvrant les exercices 2018, 2019 et 2020. L'exposition importante au risque de change, puisque 85% de la facturation du groupe se fait en devises et principalement en dollars, les niveaux de charges élevés, donc notamment les charges de personnel face à un turnover qui est élevé dans un secteur qui est impacté par la fuite des cerveaux, et des niveaux de charges élevés visant à renforcer la consolidation et la mutualisation des plateformes SaaS, ainsi que le dividend yield qui reste inférieur au secteur où HPS opère et inférieur au marché également. Donc, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 677 dirhams, soit une perf to date de 11,7%. Elle devrait afficher en 2025 un niveau de valorisation plutôt élevé de 36,3, ce qui est en réalité le propre d'une technologie au profil de forte croissance. En termes de prévisions chiffrées, HPS devrait enregistrer en 2024 un top line en appréciation de 11,4% à 1,244 milliard de dirhams en progression et en termes de RNPG, nous prévoyons une baisse nette de 13,1% à 86 millions de dirhams dans le cadre de la transformation accélérée vers le modèle SaaS impactant le groupe comme cité précédemment. Et donc, pour les besoins d'évaluation du groupe HPS, nous sommes basés sur la méthode d'actualisation des cash flows futurs et avons retenu les hypothèses suivantes. Donc, un taux de croissance annuel annuel moyen du chiffre d'affaires de 10,3% sur la période 2024-2033, une marge d'EBITDA moyenne de 21,3 et un taux d'actualisation de 9,1, tenant compte notamment d'un taux sans risque 10 ans de 3,26% et d'une prime de risque marché action de 8,8%. Donc, on passe à présent à Jet Contractors, qui figure parmi les valeurs momentum driven et ont connu une hausse exceptionnelle des cours en 2024. Donc, sinon, une perpétuité de 7,4 fois en 2024 pour atteindre un cours de 1890 au 31/12/2024. Parmi les arguments d'investissement, on cite principalement les perspectives sectorielles positives, notamment dans le cadre de l'obtention de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 et de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et donc les préparatifs pour accueillir ces événements sportifs internationaux impliquant des investissements significatifs dans les infrastructures sportives, les routes, les hôtels et les autres équipements urbains. Donc Jet serait bien positionné et dispose aujourd'hui d'une expertise dans la gestion des grands projets pour capter ces opportunités, comme on l'atteste les grands projets que la société s'est attribués et les appels d'offres que la société a remportés. Donc, on cite à titre d'exemple une partie des premiers lots de travaux de mise à niveau des stades pour un budget de 9,5 milliards de dirhams, le 6e lot des travaux de génie civil du méga projet de la ligne grande vitesse Kenitra-Marrakech pour un montant de 2 milliards de dirhams, la plateforme de réserve de première nécessité de Marrakech-Safi dans le but de disposer de stocks stratégiques en cas de crise, et l'appel d'offres pour la construction du salle Omnisport ayant une capacité d'accueil d'environ 20 000 personnes et s'étendant sur une superficie de 9 500 m² au niveau du territoire de l'Agence pour l'aménagement de la vallée de Bourgred pour un coût estimé de 259 millions de dirhams, ainsi que l'attribution par l'Agence urbaine de Casablanca du marché de travaux d'aménagement du projet An-Nasr au groupement Jet et Alec pour un montant de 135,5 millions de dirhams. En parallèle, la société dispose d'un carnet de commandes important de 7,95 milliards de dirhams au S1 2024, dans plus de 44% à l'international, de par son positionnement sur plusieurs projets structurants dans les domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation, l'industrie, l'énergie et l'infrastructure. Donc, en termes de warning, notons l'exposition à la volatilité des cours des matières premières pouvant impacter négativement les marges ainsi que l'exposition aux fluctuations des taux de change induits par les flux des filiales en Afrique, ainsi que le niveau de gearing élevé de 70% qui pourrait à terme entraver les ambitions de développement du groupe et l'allongement des délais de paiement qui pèsent lourdement sur le BFR. Au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 2200 dirhams, soit une perf year-to-date de 16,4%. Elle devrait ainsi afficher en 2025 un niveau de valo de 25,7 fois. En termes de prévisions chiffrées, Jet devrait enregistrer en 2024 un top line en progression de 25,2% à 2 768 millions de dirhams, porté principalement par les grands projets
Par rapport au RNPG, nous anticipons un bond de 2,6 fois en 2024 à 180 millions de dirhams. Alors, nous avons retenu comme hypothèse pour notre DCF une prime de risque de 8,8%, un taux sans risque de 3,3%, un taux de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires sur la période 2024-2033 de 15,6% et une marge EBITDA moyenne de 16% sur la même période. Merci beaucoup, Lamia, pour ta présentation. C'était très clair. Donc là, on va arriver à la dernière valeur de nos coups de cœur. C'est Ali qui va la présenter. Donc Ali, je te laisse la parole pour nous présenter Alliance. Merci, Dounia. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec le secteur immobilier qui commence enfin à montrer des signes de redressement après plusieurs années difficiles, entraînant ainsi, comme vous l'avez constaté, une hausse fulgurante des cours des trois immobilières cotées. Parmi les trois, bien sûr, Allianz semble être la mieux gérée en termes de gestion de BFR et d'endettement, ce qui explique déjà sa pondération de 8,2% dans notre portefeuille contre 3,2% pour toi. En termes de perspective, l'opérationnalisation des aides directes au logement par le gouvernement en 2024 devrait continuer à driver la demande pour les biens immobiliers en 2025. En effet, 35 000 bénéficiaires de l'aide directe ont déjà été sélectionnés sur la base de 110 000 demandes soumises en 2024, dont 37% des bénéficiaires ont reçu un montant de 100 000 dirhams. Concernant le programme de ville sans bidonville, le groupe est positionné déjà sur le projet de 662 appartements à Mohamedia, contre 1 900 pour Doha et 6 800 pour RDS, attribués à Mediouna, en attendant les prochains marchés relatifs à ce programme. Sachant que le gouvernement a également budgétisé dans la loi de finances 2025 plus de 2 milliards uniquement 2 milliards de dirhams uniquement pour le relogement des bidonvillois sur la région Casablanca-Stade. Alors, dans ce contexte, le groupe devrait poursuivre la mise en place de son plan de développement 2022-2025 en capitalisant sur un foncier sécurisé et des terrains déjà aménagés, ce qui devrait renforcer son positionnement sur le segment intermédiaire et le haut standing, notamment sur Marrakech et Casablanca, avec le lancement de 3 nouveaux projets, un à Darbo Ezza et 2 autres sur Marrakech. À l'international, le groupe intervient en tant que promoteur immobilier et contractant clé en main pour le compte des États africains pour la réalisation d'importants projets d'infrastructures et de logements, notamment avec la livraison de 8 hôpitaux et de logements sociaux en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Le groupe dispose ainsi d'un carnet de commandes de 7 533 unités pour une valeur immobilière totale sécurisée de 4,1 milliards de dirhams à fin septembre 2024. Cependant, et en dépit de ce contexte favorable, le secteur semble toujours peiner à redémarrer. L'enquête trimestrielle de Banque El Maghreb montre en fait une baisse de moins 13,1% des transactions au T3 2024 par rapport à un an auparavant. Dans le même sillage, le groupe devrait également faire face à la rareté et la cherté des prix du foncier, notamment sur l'axe Casablanca-Rabat, qui pourrait entraîner éventuellement une réduction de ces marges. Enfin, il faut souligner que la nouvelle méthode de comptabilisation progressive des revenus à partir de 2025 devrait se faire en faveur de l'opérateur en limitant les variations des résultats entre les exercices en cas de glissement des livraisons, même si un risque d'effet de base négatif peut survenir la première année d'implantation de ce changement. Alors, globalement, nous gardons une position positive sur le titre d'Alliance qui devrait confirmer sa reprise par les réalisations de 2024, couplée à l'amélioration de sa situation financière en termes d'endettement et de gestion de BFR. Partant et sur une base de comptabilisation inchangée,
Nous tablons sur une amélioration de plus 13,8% du chiffre d'affaires consolidé à 2,3 milliards de dirhams, profitant notamment d'une bonne dynamique commerciale pour l'ensemble du secteur, du mix produit davantage favorable pour le groupe et de la reprise de la demande dans le sillage du déploiement du plan d'aide au logement et des différents programmes étatiques au Maroc et en Afrique de l'Ouest. Le résultat opérationnel devrait de son côté progresser de plus 16,5% à 478 millions de dirhams grâce à une meilleure gestion des coûts ainsi que la baisse du prix des matières premières, au moment où le RNPG devrait bondir de plus 32,2% à 316 millions de dirhams. Merci beaucoup Ali. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire. On arrive maintenant à la session de questions et réponses. Nous espérons en tout cas que vous serez nombreux à participer et à partager vos interrogations. Donc, la session questions-réponses est ouverte. Alors, j'ai déjà une première question qui arrive et qui vient un peu dans la continuité de ce que vient de dire Ali. Donc, quel serait l'impact exact de la mise en place du nouveau plan comptable du secteur immobilier sur les promoteurs de façon générale? Alors, la transition vers le nouveau plan comptable du secteur immobilier devrait apporter des modifications sur l'évaluation des stocks en intégrant les frais accessoires liés à l'acquisition des terrains dans le coût de revient des projets, ainsi que le renforcement de la gestion des risques des promoteurs avec des règles plus claires sur l'évaluation des risques probables et des charges à venir. À notre avis, l'impact significatif de cette réforme devrait porter sur le chiffre d'affaires des promoteurs, dont la comptabilisation devrait se faire dorénavant sur une méthode d'avancement des travaux, c'est-à-dire la reconnaissance des revenus devrait se faire progressivement sur la base d'état d'avancement des tranches du projet, similaire à celle appliquée par les sociétés de BTP, ce qui va limiter les fluctuations des résultats entre les exercices en cas de glissement des livraisons. Mais comme précisé dans la présentation, le risque d'un impact négatif persiste si l'effet de base est négatif par rapport, par exemple, à une année N-1 où les livraisons, qui sont les éléments déclencheurs de la comptabilisation en chiffre d'affaires jusqu'en 2024, seraient plus importants que les préventes en année N. Merci Ali, merci beaucoup pour ta réponse. Donc, on attend les prochaines questions. Prochaine question, cette fois-ci concernant HPS. À partir de quelle année devrait-on s'attendre à une transformation du backlog mentionné en revenu? Je donne la Euh, parole à Lamia pour répondre à cette question. Merci Dounia. Donc, comme mentionné, le backlog à date, il est de 810 millions de dirhams. Et d'après le management, plus de 60% de ce montant-là devrait en principe se traduire ou se transformer en revenus à partir de 2025. Le reste, on devrait compter plus sur une contribution à partir de l'année 2026. Il faut dire à partir de 2026, mais plus de 60% dès l'année 2025. Merci beaucoup Lamia. Donc, on attend les prochaines questions. Alors, la prochaine question, cette fois-ci, est destinée à Ptissem.
Et c'est concernant Lafarge Holcim Maroc. À combien estimez-vous le taux d'utilisation des capacités? Alors en 2023, ce taux était inférieur à 60%, ce qui pouvait générer un risque de dégradation des marges, si ce n'était l'effet prix qui avait permis de bien maintenir la profitabilité globale. En 2024, nous pensons que la hausse des ventes, particulièrement sur le marché local, aurait permis, on va dire, de redresser ce taux pour l'établir entre 65 et 68% selon nos estimations. Donc, l'élargissement des capacités de marché, notamment pour le ciment standard, reste justement un frein pour l'opérateur pour le moment, pour améliorer les performances opérationnelles. Quelle question est adressée cette fois-ci à Khadija? À combien devrait se situer le PE du marché en 2025, retraité de Maroc Télécom? Merci Dounia. Alors, retraité de Maroc Télécom, le PE du marché devrait s'établir à près de 19 fois. Donc, c'est un niveau qui reste quand même toujours attractif et supérieur à la moyenne historique qui, je vous le rappelle, est de 20 fois. Et donc, ça laisse quand même entrevoir de nouvelles opportunités de croissance au niveau de la bourse. Merci Khadija. J'ai une autre question pour toi. Cette fois-ci, elle concerne le marché de façon générale. Donc, n'estimez-vous pas que le marché est déjà excessivement cher et que le risque de bulle pourrait entraîner une forte correction dans les semaines à venir? Alors, c'est vrai qu'il y a un risque de correction temporaire qui est bien présent, surtout en cas d'absence d'éléments positifs qui sont liés à l'état d'avancement des projets d'envergure qui sont en cours de lancement au sein du pays, aussi de la publication par les sociétés cotées de résultats annuels qui seraient inférieurs aux attentes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une baisse qui ne devrait pas concerner l'ensemble du marché, bien sûr. Et il faut aussi noter, comme tu viens de le dire, que le niveau de PE en 2025 reste quand même très attractif. Donc, il est de 17,7 fois, ce qui dénote d'un potentiel de croissance qui est toujours important au niveau de la bourse de Casa. Alors, Khadija, on te reprend encore une fois, parce qu'on a cette fois-ci une question, par contre, par rapport au secteur bancaire. Bonjour, comment devrait se comporter le secteur bancaire en 2025? Alors, par rapport au secteur bancaire, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qui fait preuve de résilience, donc, quelle que soit la conjoncture économique. Et pareil, pour l'année 2025, on est très positif dessus. Donc, en termes de PNB, on s'attend à une hausse de près de 6% qui va être portée principalement par une accélération de la distribution de crédit, donc en raison de la reprise escomptée de la demande suite à la baisse du taux directeur. On s'attend également à un effet positif qui va être lié aux différents chantiers d'investissement qui sont programmés aussi bien pour le secteur privé que public. Sinon, pour la partie RNPG, donc capacité bénéficiaire, on s'attend à une hausse de près de 8% en 2025. Donc, c'est une hausse qui va profiter de la poursuite de la hausse du PNB, mais aussi de l'allègement attendu du coût du risque, dans l'hypothèse, bien sûr, d'une amélioration continue de la situation économique, sachant que les banques ont déjà constitué un matelas de provision qui est très confortable sur les dernières années. Donc, on s'attend vraiment à un certain allègement à partir de cette année. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Khadija. Donc, on a déjà une autre question. Alors, cette fois-ci, c'est par rapport à Marsa. On a même deux questions par rapport à Marsa. Quel apport en termes de revenus pour les nouveaux projets de Marsa en Afrique? Et également, une question par rapport au DPA. Est-ce qu'on peut s'attendre à un DPA exceptionnel pour la valeur? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité sur les prévisions en termes de chiffre d'affaires pour les nouveaux projets en Afrique. Mais sur le plan stratégique, cela devrait permettre à Marsa de renforcer son rôle dans les chaînes logistiques à l'international.
Donc, comme vous le savez, le groupe visait initialement l'Afrique de l'Ouest, d'où le partenariat au Bénin, mais le positionnement sur le port de Djibouti devrait permettre aussi une expansion en Afrique de l'Est. Ce qu'il faut également noter, c'est que le groupe aurait envisagé de nouvelles opportunités d'expansion, notamment à travers des partenariats publics-privés pour la gestion de ports dans d'autres pays africains. Alors, par rapport au DPA, pour l'instant, nous restons, on va dire, conservateurs dans nos prévisions en termes de distribution, avec un DPA prévisionné de 9 dirhams. Donc, ça fait, en termes de payout, c'est à peu près 70%. Donc, vu les projets en cours, nous pensons que l'opérateur devrait euh, profiter de la hausse de la capacité bénéficiaire pour renforcer davantage les fonds propres qui pourraient éventuellement servir au financement de son développement. Merci beaucoup, petit Sam. On va attendre encore peut-être quelques secondes, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. On a une dernière question. Alors cette fois-ci, c'est par rapport à Lafarge Holcim. Pourquoi Lafarge Holcim euh, cherche-t-elle à investir dans le green cement? Donc, je pense que petit Sam, la parole est à toi. Alors, compte tenu des nouvelles exigences environnementales, notamment en Europe, et de l'entrée de la taxe carbone en 2026, le groupe devrait s'aligner avec ces orientations afin justement de développer un avantage compétitif, éventuellement si des opportunités d'exportation s'ouvrent vers l'Europe. Voilà. Donc, cela devrait également permettre à l'opérateur de se prémunir contre le risque d'évolution de la réglementation locale. Merci beaucoup, petit Sam. Je pense qu'on va donner une dernière, donner la parole une dernière fois. Donc, c'est par rapport cette fois-ci à HPS. Donc, là, je te donne la parole. La dernière question est quels sont les relais de croissance pour le groupe sur la période au vu de la nouvelle stratégie de l'opérateur? Pour les relais de croissance, on a déjà d'une part la contribution des revenus de CR2, donc comme mentionné, la société acquise en 2024 et dont les revenus sont estimés à plus de 30 millions d'euros annuellement. Donc, certes, il faut dire que ce n'est pas aussi mécanique que ça. Maintenant, est-ce que les 30 millions d'euros seraient totalement intégrés ou pas? Il faut dire qu'HPS a la capacité de faire même mieux. Donc, ce qui est juste à retenir concernant l'acquisition, c'est qu'elle devrait profiter à HPS en lui offrant une meilleure couverture commerciale sur de nouvelles zones géographiques et des pays où HPS n'est pas présent aujourd'hui. Et d'une autre part, à court terme, le groupe avait annoncé que le T4 allait connaître la signature de nouveaux contrats importants. Donc, on parle du T4 2024. Et c'est ce qui devrait contribuer significativement aux revenus de l'année 2024. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Nia. Merci beaucoup, Lamia. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les panélistes. Mais merci à tous pour votre participation active à ce webinaire et pour avoir contribué à enrichir nos échanges avec vos questions. Donc, je vous informe aussi que la note du stratégie annuelle 2025 sera disponible dès la fin de ce webinaire sur notre plateforme. Et comme d'habitude, on vous rappelle que la vidéo de cet événement y sera également à partir de demain sur le lien www.bmcecapitalglobalresearch.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au prochain webinaire.